moi, je vois autant d'opportunités à ce que ça tourne bien que d'opportunités ou de risques que ça tourne mal. On est sur un fil pour le moment, pour moi. Je dis, on est dans la chrysalide, là. Donc ça peut être un papillon ou bien la chrysalide peut mourir. Éco-conso-et-vous, saison 3, c'est parti! On mange quoi demain ? Ah, l'alimentation. Voilà un sujet qui concerne tout le monde. Et si on remettait nos habitudes en question ? Cette saison, on va parler de ce qu'on met dans nos assiettes, de potager, d'agriculture, de produits locaux et de saison. Bref, on tentera de répondre ensemble à la question « On mange quoi demain ?» Vouloir manger de façon durable, c'est top. Mais parfois, c'est dans la mise en pratique que ça coince. Manque de temps, de motivation, de connaissances ou de moyens. Comment surmonter ces freins ? Avec quels bénéfices ? On s'est invité dans 5 foyers où des consommateurs et consommatrices nous ont parlé de leur assiette résiliente au quotidien. On vous emmène à la rencontre de Marie, Julie, Aude, Gino, ainsi que de Claudine et René, qui au travers de 4 épisodes de podcast vont partager leur parcours, leurs interrogations, leurs astuces et parfois même leurs recettes. Pour ce 4e et dernier épisode, on prend un peu de recul. Quel regard nos familles portent-elles sur l'avenir ? Ressentent-elles de l'éco-anxiété ? Sont-elles parfois découragées ? Qu'est-ce qui devrait changer au niveau de notre société pour tendre vers une alimentation plus résiliente ? Voilà les sujets dont il sera question aujourd'hui. On mange quoi demain ? Rencontre avec des consommateurs et consommatrices. Épisode 4, c'est parti ! Vous vous souvenez des familles que nous avons rencontrées ? Allez, petit rappel. Nous avons rencontré Marie, une cinquantenaire en reconversion professionnelle qui habite seule dans un appartement du Brabant wallon. Elle a plus d'un tour dans son sac quand il s'agit de consommer moins, mais mieux. Gino vit en région liégeoise avec sa compagne et sa fille. Si la vie de jeunes parents a mis en pause ses projets de potager, il compte bien reprendre du service en cultivant fruits et légumes sur son terrain. Aude a 4 enfants et vit à Bruxelles. Elle a remis en question sa consommation il y a quelques années suite à la participation de ses enfants aux marches pour le climat. Elle nous expliquera sa transition vers une alimentation plus durable. Julie est une trentenaire dynamique qui vit en solo dans sa maison en région namuroise. Végétarienne depuis 7 ans et fière de l'être, elle nous dira tout sur ce choix de vie. Enfin, Claudine et René sont pensionnés et vivent dans un appartement dans le Hainaut, après avoir vécu plusieurs dizaines d'années dans le Brabant wallon. On l'a compris dans les 3 premiers épisodes, tous et toutes sont convaincus des bienfaits d'une alimentation durable et résiliente. Mais quel est l'élément qui a motivé nos mangeurs et mangeuses à changer de mode de vie ? S'agit-il d'un déclic ? D'une remise en question progressive ? Quand j'ai eu l'occasion vraiment de me poser des questions et de moi être un peu maître de mes achats, de mes choix, etc., j'ai assez rapidement fait des choix comme ça. Donc je me souviens pas d'un point de bascule, mais plutôt d'un truc progressif. Et après, aussi un rejet par rapport à certains modes de production qui sont vraiment néfastes pour les gens, pour l'environnement, etc. Je pense que mon déclic, ça a été de côtoyer des personnes qui faisaient attention au bio, au local, au vrac, etc. et qui m'ont conscientisé par rapport à tout ça. Ça demande qu'on y investisse une partie de notre temps, quoi. Si on veut faire tout vite, mais après, si on fait tout vite, c'est pour faire quoi à la place de bien manger, de passer du temps de qualité ensemble. Essayer de manger de manière plus qualitative et aller vers une alimentation durable. Je pense que c'est loin d'être du temps perdu. Parce que j'ai eu une vie de bâton de chaise avant, en mangeant n'importe quoi, n'importe comment, n'importe quand. Et j'étais en très mauvaise santé. Quand je mange bien, je vais bien. Et quand je mange pas bien, je sais tout de suite que je vais pas bien parce que mes intestins me le disent et mon énergie me le dit et ma peau me le dit. Je suis tombée malade, vraiment physiquement pas bien. Et je me suis rendu compte, et alors là, tout d'un coup, c'est une césure c'est comme si vous coupiez le monde. Et puis, je me suis traînée pendant des semaines et des semaines, et je me suis dit, mais en fait, alors on prend du recul. Quand on est dedans, on prend pas de recul. Mais quand on prend du recul, on se demande, mais pourquoi ? En fait, pourquoi je vis comme ça ?
pourquoi je vis à 100 à l'heure, que je pète ma santé, que j'ai pas de satisfaction, que je suis sous stress tout le temps, que je vois pas mes enfants, que j'arrive pas à discuter correctement avec eux. Est-ce que ça vaut la peine? Est-ce que ça a de la valeur? C'est un problème de valeur en fait. Mais on nous donne plus l'espace mental et le temps de pouvoir penser à ces valeurs. Nos 5 familles agissent à leur niveau. Elles font leur part du colibri en quelque sorte. Mais cela n'amène-t-il pas un certain découragement face à la montagne de travail à accomplir au niveau planétaire? Moi, je continuerai selon mes convictions, mais c'est dur de voir qu'il y a encore énormément de travail pour énormément de gens et qu'en fait, les personnes qui devraient montrer l'exemple ne le font pas forcément, quoi. Donc moi, j'essaye de le faire, mais en fait, j'ai pas d'impact. Mais je le fais parce que je peux pas faire autrement. En fait, j'agis d'abord au niveau individuel parce que c'est le seul sur lequel on a prise facilement. Après, j'ai parfois un peu peur que ce soit une goutte d'eau dans l'océan, mais bon, il faut bien commencer quelque part. Et puis, ça peut peut-être à un certain moment faire boule de neige. J'ai déjà lu que quand un certain pourcentage finalement assez réduit de personnes changeaient dans une direction, ça pouvait avoir un effet d'entraînement. Alors les études disent 15-20%, donc ça ce sont des études, mais c'est vrai que d'un autre côté, j'ai pas non plus envie de me dire ça sert à rien, je le fais pas. Parce que de toute façon, quand on est un peu éco-anxieux, ça aide déjà pour soi de le faire. Et puis on espère toujours un petit peu que ça fasse partie de quelque chose de plus important et que ça entraîne d'autres à rentrer dans la même démarche. Et parlons-en de l'éco-anxiété. De plus en plus de gens ressentent de la tristesse, de l'angoisse, voire de la colère en pensant à l'environnement. Alors, nos mangeurs et mangeuses ont-ils peur de l'avenir? Moi, je suis partagée entre avoir confiance en l'avenir et n'avoir aucune confiance, parce qu'en fait, je vois bien que, encore une fois, je vis dans ma petite bulle, où les gens font attention à leur consommation, ont leur petit potager, ont leur poule, etc. Et je vois bien que ça concerne peu de personnes finalement. C'était un peu affreux parce qu'avec le Covid, il y a eu un pic. Et donc tout le monde s'est dit « Ok, je vais consommer local, je vais soutenir et tout ». Et puis après, tout s'est arrêté. On est retourné dans les grands magasins à prendre n'importe quoi. Et en fait, c'est hyper triste parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont méga motivés. Et puis, c'est aussi des choix de vie qui sont compliqués d'avoir une épicerie bio et donc ils doivent arrêter parce que financièrement ça va plus. Donc j'aime être dans ma petite bulle, j'aime pas en sortir, mais je pense qu'il faut le faire quand même de temps en temps. Donc c'est quelque chose qui m'accompagne depuis que je suis enfant. L'éco-anxiété, elle est là et je pense que voilà, c'est pas un fantasme, il y a des vraies raisons de se tracasser. Mais progressivement dans ma vie, j'ai essayé d'être plutôt acteur que victime de tout ça et d'essayer de faire des choses qui ont du sens pour moi. Et à un moment, quand j'étais étudiant, j'étais assez vindicatif et j'essayais de convaincre les autres, de changer leurs habitudes, etc. Mais souvent, ça allait vers des oppositions et c'était pas très productif en fait. On sortait de là un peu fatigué, fâché, tout le monde était fâché et personne changeait. Et finalement, maintenant, j'essaye plus depuis pas mal d'années de faire des choses qui font du sens pour moi, que moi je me sens bien avec ce que moi je fais. Et finalement, parfois des gens avec qui je m'opposais par le passé, ils viennent me poser des questions. Ah, tu fais ça, pourquoi tu fais ça, comment tu fais, ça te prend du temps, etc. Et finalement, ça amène plus de changements en fait. Et sans qu'on se sente mal, sans qu'on doit se bagarrer contre quelque chose, c'est plutôt créer quelque chose qui a du sens pour soi. Et alors après, ça inspire et c'est comme ça qu'on arrive finalement à convaincre les gens, sans essayer de les convaincre en fait, mais plutôt en étant convaincu soi-même de ce qu'on fait. J'ai l'air angoissée ou j'ai l'air réaliste? C'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Quelqu'un d'angoissé ne voit pas de solution. Quelqu'un d'angoissé se laisse faire, c'est une victime, il ne réagit pas. Moi, je suis pas angoissée. J'ai peur, je crains, mais il y a des choses à faire. Donc pour moi, c'est pas de l'éco-anxiété, c'est du réalisme, quoi. Moi, je vois autant d'opportunités à ce que ça tourne bien que d'opportunités ou de risques que ça tourne mal. On est sur un fil pour le moment, pour moi. Je dis, on est dans la chrysalide, là. Donc ça peut être un papillon ou bien la chrysalide peut mourir.
C'est ça que je dis, on n'a pas le choix. Il faut pousser ce qu'on veut. Il faut pousser à transmettre ce qui est intéressant, à développer ce qui peut être chouette. Voilà. Nous, on voit quand même la prise de conscience, elle est quand même vachement plus large qu'au temps où on a commencé à militer. Hein. Je veux dire, il y a des choses maintenant qu'on ne... Nous, on nous a traités de ça, je veux dire, au début qu'on était militants. Pour les pesticides ou les herbicides, maintenant, voilà. on commence quand même à avoir une conscience que c'est mauvais, qu'il faudrait mieux ne plus s'en servir. De notre temps, c'était avec quoi tu viens. On a ensuite demandé à nos consommateurs et consommatrices s'ils avaient des conseils à partager pour se lancer dans une alimentation durable et résiliente. Voici leurs réponses. Moi, j'ai envie de dire rien du tout parce qu'on sait très bien que c'est pas en prêchant qu'on fait changer les gens. Enfin, on ne refuse pas les discussions, mais je veux dire, c'est pas en discutant et en disant « Ah, tu sais, moi je suis bio, c'est bon pour la santé ». On le fait, on le dit. Je suis pas certaine que ça soit suffisant pour faire changer quelqu'un. Et il ne faut pas commencer par dire aux autres comment ils doivent faire, il faut commencer nous. Le coup du buvard. Il faut commencer nous, puis ça va faire tâche. Je dirais, lancez-vous et faites quelque chose qui vous parle, quoi. Faites-le avec une idée de je le fais par plaisir et pas parce qu'il faut qu'on me l'a dit. Et c'est là que vous allez trouver petit à petit des chemins dans tout ça et construire votre propre histoire, votre propre récit à ce niveau-là. Moi, ce que je conseillerais, c'est d'y aller vraiment progressivement et d'essayer de régler un problème à la fois. Donc moi, au début, j'ai commencé à acheter moins au supermarché. Et puis de moins en moins, jusqu'à ce que je trouve des remplacements pour presque tout. Donc il faut pas se mettre trop la pression, se donner un objectif, et puis si on ne l'atteint pas complètement, bon ben tant pis, il ne faut pas être puriste non plus et vouloir aller trop loin. Donc il faut chercher l'information, il faut se renseigner, il faut vraiment aller au-delà de tout ce qu'on nous a appris, il faut déconstruire nos modèles de société de manière générale. Il faut oser aussi aller à l'encontre des convictions de nos parents, de nos frères et sœurs, etc., de nos grands-parents. En fait, il y a plein de moyens d'avoir de l'information aujourd'hui et on a la chance d'avoir justement les réseaux sociaux qui, pour moi, ça dépend de ce qu'on trouve comme source. Mais par contre, il y a des très bonnes sources, il y a des gens très informés qui partagent beaucoup de choses. Et donc, faut ouvrir son esprit, aller visiter des choses, aller visiter justement des fermes, des refuges, beaucoup. S'intéresser à notre corps. Notre corps, on l'a plus jugé que essayer de le comprendre. Donc on se dit, ah, j'ai de la cellulite, j'ai machin. Ouais, mais en fait, comment fonctionne ton corps? Pourquoi t'es fatigué? Pourquoi t'as mal au ventre? Je pense que c'est un tout et qu'on se connaît pas assez, on n'essaye pas assez de se comprendre et de comprendre comment fonctionne notre monde. Il faut toujours bien garder en tête le pourquoi on le fait et quels sont les avantages que ça va apporter. Parce que si on ne s'est pas mis une liste d'avantages bien au clair dès le départ, je crois que la motivation, au bout d'un certain temps, s'il y a trop de difficultés, on va laisser tomber. Alors, finalement, au-delà des efforts individuels, quels changements faudrait-il mettre en place à un niveau plus global pour enclencher la transition alimentaire? Et à quelles instances revient-il de prendre ce genre de mesures? D'abord, il faudrait arrêter de dumper les prix. On vend la nourriture trop bas, on est habitué. Moi, quand j'étais petite, il n'y avait pas cette abondance. On n'avait pas ce choix dans les supermarchés, on n'avait pas cette abondance. Donc, revenir à un rythme naturel, revenir à du local et aider les gens, les petits producteurs, c'est avoir une espèce de maillage alimentaire et que les gens soient habitués à ne pas tout prendre dans une grande surface. C'est sortir les gens de leurs habitudes, mais surtout arrêter de proposer des produits qui viennent de grandes multinationales. Donc la résilience alimentaire, moi, je ne vois pas ça à un niveau individuel parce que, pour moi, la résilience alimentaire, si c'est individuel, ça veut dire que tout le monde doit faire un peu tout soi-même. Donc, faire son pain, faire son yaourt, faire ses bocaux. Moi, ça, c'est pas du tout quelque chose dans lequel je crois. Je n'ai pas du tout envie d'avoir une vie comme nos arrière-grand-mères où il y a 100 ans, où tout tourne autour de la préparation des ingrédients, la préparation des repas. Moi, je vois plutôt ça au niveau d'une société, la résilience alimentaire. Et je vois ça plutôt vers une moins grande dépendance avec, je vais pas dire avec les pays voisins, parce que
Il y a l'Europe, c'est très bien comme ça. Mais c'est diminuer les dépendances avec des éléments qui viennent de l'autre bout du monde. Par exemple, la viande, on voit que les animaux sont nourris avec des tourteaux de soja venant du Brésil. On se rend bien compte que c'est pas du tout résilient. Qu'on pourrait diminuer, on pourrait augmenter la résilience en produisant les aliments pour le bétail ici localement. Alors aussi en diminuant la dépendance aux engrais qui viennent de l'autre bout du monde également. Enfin, c'est essayer en fait un peu de démondialiser certains aspects de l'alimentation. Je pense que le pouvoir politique peut aider. Par exemple, s'il y avait plus d'aide pour les coopératives, si il y avait plus d'aide pour les producteurs locaux pour aller dans des pratiques plus durables. Enfin, c'est tous azimuts que ça peut se mettre en place. Et d'ailleurs, je pense que de plus en plus de choses se font. Un des secrets, c'est de vraiment favoriser l'économie circulaire, l'économie locale. C'est compliqué de faire ça sans que le pays soit un peu mal par rapport aux pays voisins, par exemple. Mais si c'est un mouvement qui est plus global, ben, ce sera possible, quoi. Mais je pense que ça va commencer au niveau local et qu'il faut que à l'échelon européen, par exemple, ça suive aussi. Ce qui est triste, c'est que souvent l'argent, ça parle aux gens. Donc si on les restreint, si on leur fait payer plus cher des trucs qui sont de la merde, ben, peut-être qu'ils réfléchiront à leur consommation, quoi. Je trouve pas ça normal de passer par là, mais j'ai l'impression que pour certaines personnes, c'est obligatoire. Et donc je pense que si on s'ouvre à ce qui se passe, ben, on aura... Enfin, pour certaines personnes, en tout cas, ça pourrait marcher, quoi. Au même titre que moi, ça a marché d'aller au Rêve d'Abby et de voir que toutes ces personnes vivent en étant végétariens, véganes et que tout va bien, qu'ils sont vraiment en accord avec leurs convictions. En fait, si tu vas voir des gens comme ça et si tu parles aux gens, ben, ça va aussi t'ouvrir d'autres mondes, quoi. Faut s'intéresser et pour d'autres personnes, faut des restrictions. La solution, c'est le temps et c'est le choix et c'est l'entraide. Dans mon idéal à moi, ce serait que les animaux vivent quand même en pleine nature, ne meurent pas après juste un an de vie, etc. Et que du coup, on fasse ça d'une meilleure façon, même si ça c'est mon côté végétarien, mais je trouve qu'il n'y a pas de bonne façon de tuer un animal. Juste que les gens ont une meilleure conscience, qu'on arrête de faire venir des choses dans tous les sens de toute la planète. Qu'on ait une meilleure conscience de ce qui pousse chez nous et de ce qui pousse dans nos jardins, qu'on utilise aussi un peu plus ce qu'on a à notre disposition. En fait, on devrait juste s'ouvrir un peu plus et essayer d'utiliser un peu tout ce que la nature met à notre disposition sans surconsommer et tout détruire et utiliser correctement cette nature, vivre en accord avec elle et profiter de tout ce qu'on a, quoi. Alors, on mange quoi demain ? Demain, on mange une alimentation plus raisonnée, simplement. On mange mieux, on mange ce qui est mieux pour nous, pour la planète et pour les animaux. Voilà qui clôture déjà notre saison au sujet de l'alimentation. On vous donne rendez-vous sur ecoconso.be/miam pour retrouver tous nos contenus. Au menu, des astuces pratiques pour manger de manière durable, des articles fouillés sur les enjeux liés au monde de l'alimentation, ou encore des conseils pour gérer votre éco-anxiété. Bref, vous y trouverez votre bonheur. On espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un avis ou des étoiles sur Spotify ou sur votre plateforme d'écoute préférée, et bien sûr à partager l'épisode autour de vous. Ecoconso et vous, le podcast qui met des idées vertes dans vos oreilles et dans votre quotidien. On mange quoi demain ? Avec le soutien de la Fédération Wallonie-Bruxelles et de la Wallonie.